Du coup, là, faut vérifier que ton son fonctionne et tout ça. Oui, ça a l'air de marcher. Un, deux. Et après, tu peux faire le partage des points. Il y a des gens qui commencent à vouloir s'inscrire. En fait, je vais voir si je peux pas m'inscrire moi en même temps pour faire Une rentrer les salle gens d'attente, dans il y a la déjà un salle. mec. Il y a Werner qui est déjà là. Oui, pour faire rentrer les gens dans la salle. Je vais bloquer, je vais mettre couper.
Ouais. Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire. Je vous propose d'attendre encore quelques minutes quand même. On va être gentil avec les retardataires. Donc, on va commencer là dans les prochaines minutes. Bon, il est 11h01. Bonjour à tous. On va démarrer. J'espère que les retardataires vont nous rejoindre directement. Sinon, on fera un petit point intermédiaire à la suite de l'introduction pour les laisser rentrer. Non, là, j'ai l'impression qu'en effet, ils arrivent. Donc, merci à tous. Nous avons organisé ce webinaire suite. C'est une série de webinaires dont le premier avait été organisé avec Eurobiomed sur les questions de santé, puis après avec Data Sweeting sur la valorisation de la donnée. Et on est heureux d'accueillir Fresh dans nos locaux, représenté par Antoine, qui va se présenter par la suite, et qui donc va nous éclairer sur la mise en œuvre des bannières cookies. Et on va avoir un programme assez riche autour d'une trentaine de minutes pour bien entendu repartir de la théorie et des grands principes de la protection des données. Ces grands principes, vous les connaissez, c'est des principes de démonstration, des principes de transparence et notamment un élément important du dernier règlement général sur la protection des données qui est le consentement. Et donc, on avait souhaité en effet avoir cette double approche, donc une approche plutôt réglementaire, méthodologique et conceptuelle et une approche pratique qui sera le deuxième temps de notre échange. Et puis, je vous proposerai par la suite 10 minutes pour échanger notamment sur les dispositifs de gestion du consentement qui sont clés en matière de cookies et qu'on appelle en anglais Content Management System. Donc, on vous a préparé une petite présentation qui va nous permettre j'espère, de vous sensibiliser, de vous faire comprendre les enjeux, les contraintes et de vous mettre en perspective aussi l'évolution de la doctrine de notre autorité de contrôle qui devrait faire évoluer les pratiques dans les prochains mois. Je serai accompagné de Glynis qui vous présentera en effet la saga juridique, puisqu'en effet, on peut vraiment parler de saga juridique, et puis en effet, qui pourra vous donner des perspectives pour que vous puissiez anticiper les évolutions à venir. Je vous propose tout de suite d'attaquer donc par la présentation des intervenants. Donc je crois que donc voilà, je suis accompagné d'Antoine. Je vais peut-être même pouvoir démarrer notre vidéo. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je suis accompagné d'Antoine qui est là juste à côté de moi. Bonjour à tous. Et qui donc va présenter son activité par la suite. Moi, je m'appelle Sylvain Chemtob. Je dirige la filiale sud-est d'un groupe de conseil et de formation en protection des données. Je sais qu'un certain nombre de partenaires ou de clients sont en ligne et je les remercie pour leur participation. Et donc, je vais vous présenter mon activité avant que Antoine présente la sienne. Voilà. Donc, nous, on a un cabinet de conseil et de formation dédié à la protection des données. On est un cabinet vraiment différent qui a une volonté d'apporter une expertise et la mise en œuvre opérationnelle de ce grand concept de protection des données. Et donc, on intervient sur quatre grandes approches, que ce soit conseil en amont, définition de programmes de mise en conformité. Donc, ça passe par la construction de cartographie et l'aide à la mise en œuvre de programmes de mise en conformité. On intervient bien sûr auprès de beaucoup d'entreprises et de collectivités territoriales et d'organismes publics
en tant que DPO externalisé. Donc, on a cette casquette de DPO. Et puis, en effet, on propose aussi des formations et un logiciel de pilotage. Donc, moi, je couvre une vaste région autour d'Auvergne, Rhône-Alpes, PACA et Corse. Et je passe la main à Antoine qui va vous présenter l'agence Fresh. Oui, bonjour, Antoine Pouloudon, agence de communication digitale Fresh. Merci d'abord à Sylvain et à DPO pour nous recevoir et pouvoir participer à ce webinaire. On intervient sur la stratégie digitale, c'est-à-dire comment réaliser bien sûr des sites, mais comment les faire connaître, par quels procédés. On travaille beaucoup en région Rhône-Alpes, mais également dans tout le nord de la France et pour des clients comme des TPE, mais surtout des PMI, PME et des, on va dire, toutes sortes de clients institutionnels. Donc, je vais passer ensuite la parole à Sylvain et je reprendrai tout à l'heure pour vous expliquer un peu la partie communication dans les bandeaux cookies notamment. Merci Antoine. On va passer 5 à 10 minutes en effet pour revenir sur qu'est-ce qu'un cookie. Le cookie est apparu peu de temps après Internet et dès le départ, c'était la volonté de pouvoir identifier, tracer et suivre les navigations au sein d'un site. Internet n'a pas du tout été conçu à l'origine pour disposer d'un historique de navigation. Et donc, dans le principe des HTML qui avait été lancé au début des années 90, vous sollicitiez des pages. Et donc, à chaque fois que vous sollicitiez une page, vous étiez une nouvelle connexion et on n'avait aucun historique de navigation. Donc, dès que dans les milieux des années 90, la réflexion a porté sur la mise en œuvre du e-commerce, il s'est posé la question du panier. Comment faire en sorte qu'on puisse savoir qu'un client sélectionne des produits dans un panier pour qu'il puisse finaliser et procéder à l'achat. Et donc, il a été opté comme stratégie de déposer un petit fichier sur le terminal qui sollicite la page et ce petit fichier texte s'appelle cookie. Et donc, au départ, le cookie avait véritablement l'objectif de faire fonctionner le site. Sauf que très rapidement, Internet a démontré sa capacité en effet à adresser des clients au travers de dispositifs marketing. Il a eu la volonté d'émergence de la publicité en ligne. Et pour apporter une performance plus forte au site, de nouveaux cookies sont arrivés. Et ces cookies-là avaient une influence plus importante sur la vie privée. Ces cookies visent en effet à plusieurs choses. Et on va voir que l'objectif poursuivi par le cookie est clé dans le cadre de ce qu'on appelle la définition des finalités, c'est-à-dire les objectifs poursuivis par le dépôt de cookies. Le premier objectif, on l'a vu, c'est le faire fonctionner un site, faire en sorte que ce site-là puisse vous reconnaître, faire en sorte qu'un site puisse comprendre comment vous naviguez entre les pages. Et puis après, on a apporté des éléments de performance, donc en effet, visant à savoir où est-ce que vous passez, comment est-ce que vous passez, d'où vous venez, quels sont les liens que vous sollicitez. Et donc là, on va voir en effet des cookies plus intrusifs quant au respect de la vie privée de la personne, puisqu'en effet, on va pouvoir assez rapidement déterminer des profils, même agrégés, de navigation. Et puis, emballement en effet toujours sur la publicité. Et pour qu'une publicité soit pertinente, il faut qu'elle puisse adresser une audience une audience la plus fine possible. Et donc, en effet, il y a eu l'émergence d'une économie qui fait le parallèle en fait avec une aspiration aussi des internautes de disposer de contenu gratuit. Et cette économie-là était l'échange de cookies, donc de fichiers texte, entre les éditeurs de sites web, ce qu'on appelle, nous, cookies tiers. Et ces cookies tiers, en effet, ont un impact fort sur la vie privée, puisqu'en effet, ils vous permettent assez rapidement d'identifier d'où vous venez, quelle est votre navigation et de finaliser un profil. Donc, on est véritablement sur cette thématique de profilage qui est sous-jacente, en effet, à la réglementation en matière de protection de la vie privée, parce que tout système de profilage peut engendrer des risques quant à
au respect de la vie privée de la personne. Donc voilà, 3 types de cookies qui sont progressivement de plus en plus impactants pour le respect de la vie privée. Et donc, on va, si vous le souhaitez, aller un peu plus en détail sur ce type de cookies. Ça va nous permettre d'avoir une grille de lecture par la suite et que vous compreniez aussi quelles sont les tendances et comment est-ce que vous pouvez aussi, vous, adopter des mesures, mettre en place des systèmes qui vous permettent d'être en conformité avec la réglementation tout en restant le plus performant possible en termes de dispositifs de communication. Donc, le cookie le plus simple, c'est le cookie de fonctionnement. Celui, il a vocation en effet à ne pas ressolliciter l'authentification d'un utilisateur, de permettre d'enregistrer ses préférences en termes de confidentialité, puisque en effet, pour enregistrer même les préférences de confidentialité qui sont liées sur les SMP, il va y avoir la mise en place d'un cookie sur le site, sur le terminal de l'internaute concerné. En effet, c'est ce dont on a parlé au début, c'est ces fameux cookies qui permettent de suivre les paniers et de réaliser les transactions liées au e-commerce. Et dès 1995, en effet, l'autorité régulatrice et Netscape avaient déjà posé les jalons des risques qu'ils posaient même sur ce type de cookies. Donc, la marge de manœuvre de l'utilisateur, lui, peut bloquer ses cookies, notamment au travers de son navigateur, mais en effet, il ne pourra pas disposer d'un certain nombre de fonctionnalités véritablement primaires du site Internet. Donc, ça, c'est le cookie de fonctionnement. Le cookie d'analyse, lui, il est plus intrusif parce qu'il permet en effet de disposer de statistiques d'analyse quant à l'utilisation d'un site. Donc, il est vraiment clé aussi pour les webmasters pour s'assurer d'une bonne répartition du trafic, de l'optimisation de la navigation au sein des sites. Et il permet aussi de connaître en effet le temps passé par page. Donc, c'est vraiment les indicateurs clés de consultation de page, du nombre de pages visitées, du nombre de visiteurs uniques. Donc là, on est sur un niveau impact moyen en termes d'impact sur la vie privée, puisque ces informations-là sont très souvent agrégées. Elles ne permettent pas l'identification directe du visiteur. Et c'est notamment tout ce que vous retrouvez dans les Google Analytics, probablement des outils que vous connaissez. Si l'utilisateur bloque ses cookies, il ne sera pas en effet affecté dans le cadre de sa navigation, mais les statistiques du propriétaire du site, en effet, seront amoindries en termes de qualité. Donc, c'est vraiment des cookies d'analyse. Alors, attention, premier élément, derrière ces cookies d'analyse, il y a une multitude d'objectifs poursuivis par ce qu'on appelle au sens du règlement le responsable de traitement, c'est-à-dire l'éditeur du site ou la société qui met en œuvre le site. Voilà, il y a une multitude d'objectifs poursuivis par ce type de cookies, soit des questions de performance, des questions de statistiques, des questions de statistiques croisées, des questions de mesure d'affluence. Et on verra par la suite que, en effet, chaque bandeau cookie ou chaque système de gestion des cookies a lui-même sa propre définition des finalités. Donc, ça peut emporter déjà un élément de difficulté pour l'internaute de comprendre et d'analyser ce qu'il doit faire pour dans quelle mesure il peut accepter ces cookies. Et on va voir que le consentement est un élément clé de cette matière. Voilà pour les cookies de mesure et d'analyse. En ce qui concerne la dernière catégorie de cookies, dont on avait déterminé un fort niveau d'impact sur la vie privée, c'est les cookies publicitaires. Alors, ces cookies publicitaires ou cookies tiers ou third party, tout ça, c'est la même chose. C'est une régie publicitaire qui va être amenée à mettre en œuvre un certain nombre de cookies provenant d'un certain nombre de parties tierces. Donc, si vous allez sur un site et consulter un site de presse en ligne, type Libération, Marianne ou même Le Figaro, vous allez avoir 150 à 200 cookies tiers déposés sur votre terminal. Donc, on peut véritablement tout de suite anticiper un impact élevé sur la vie privée. Il vise en effet à croiser des informations, à profiler des comportements et à déterminer des attitudes, des comportements qui peuvent être intéressés par les publicitaires.
vous trouvez dans cette catégorie tous les cookies qui sont liés à ce qu'on appelle les enchères inversées, c'est-à-dire le real-time binding, c'est-à-dire des enchères inversées qui, je pense, que vous connaissez tous. Vous consultez un site de e-commerce, vous faites un abandon de panier sur un produit à forte valeur ajoutée, par exemple un casque, un ordinateur, un produit de valeur. Vous consultez un site de presse, on vous propose ce produit à un tarif concurrentiel, soit directement le e-commerçant auprès duquel vous avez abandonné le panier, soit un autre e-commerçant qui a justement concouru à cette enchère inversée. Donc, c'est véritablement la publicité ciblée et du tracing de comportement sur Internet. Donc, on considère que l'impact sur la vie privée est élevé. Voilà pour les grands types de cookies. Je vais laisser Glynis expliquer justement la saga juridique, mais on va retenir juste pour le moment qu'il y a différents niveaux d'impact sur la vie privée et qu'il y a bien entendu une difficulté pour la personne concernée de décrypter ces types de cookies et de décrypter les objectifs poursuivis par les éditeurs de logiciels. Donc, voilà, ça va faire écho tout au long de cette présentation de l'évolution de la réglementation, puisque cette réglementation, elle est le fruit aussi bien d'un dispositif technologique, donc un appareil qui a vu l'émergence en 1995 au travers du navigateur que certains ont peut-être connu, Netscape, de l'arrivée des cookies, mais aussi de la pression des lobbies des éditeurs et des entreprises qui, elles, utilisent, exploitent ce type de dispositif. Et puis, en effet, aussi une attente de la part du public d'une meilleure défense de ses droits et d'une meilleure liberté quant à l'utilisation d'Internet. Je passe la main à Glynis qui va vous refaire la petite saga juridique. Bonjour. Alors, pour le cadre juridique et réglementaire, c'est intéressant de remonter jusqu'en 2002, puisque c'est là que, pour la première fois, les cookies ont été réglementés par une directive européenne, la directive e-privacy, qui prévoyait à l'époque une simple obligation d'information sur l'utilité, donc la finalité des cookies, et sur les moyens de s'y opposer. Et finalement, la CNIL, donc cette disposition avait été transposée à l'identique dans la loi française, et la CNIL considérait qu'une simple clause dans la politique de protection des données personnelles, donc évidemment détaillée, etc., qui décrit la finalité des cookies et qui explique donc comment s'y opposer, suffisait. Et les moyens de s'y opposer, la CNIL considérait comme suffisant le paramétrage du navigateur Internet. Donc, sur certains navigateurs, c'est possible d'indiquer à l'avance qu'on refuse sur certains types de sites tous les cookies, par exemple, publicitaires. Donc, la CNIL encourageait les responsables de traitement, les propriétaires de sites, à rediriger finalement leurs utilisateurs vers ce type de dispositif pour refuser le dépôt de cookies. Il y a eu une étape supplémentaire en 2016, pardon, il faut que je retourne en arrière, en 2009, où la directive de 2002 a été modifiée et donc on est allé une étape plus loin puisque maintenant il ne suffisait plus d'avoir une possibilité de refuser les cookies a posteriori de leur dépôt, mais il fallait bien un accord préalable. Donc informer l'internaute du dépôt de cookies sur son terminal et recueillir son accord préalable. Donc, au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition donc, en France, 2 ans plus tard, en 2011, il y a eu beaucoup de discussions sur le caractère de cet accord. Est-ce que c'était le consentement au sens juridique du terme? Comment manifester cet accord? Donc, il y a eu aussi des concertations avec les acteurs de la publicité. Et finalement, la CNIL a considéré dans une recommandation de 2013 que l'accord pouvait être exprimé par le fait de continuer à naviguer sur le site après avoir reçu l'information sur les cookies. Donc, le challenge était déjà à ce moment-là de convaincre les responsables de traitement de mettre en place un bandeau cookie sur leur site. C'est quelque chose qui était assez difficile en termes de design, etc. Ne serait-ce que rajouter ce bandeau, ce n'était pas forcément évident. Et en fait, il suffisait d'indiquer sur le bandeau que des cookies allaient être déposés, donc avec une explication claire, et que le fait de continuer à naviguer sur le site signifiait consentement. C'est quelque chose maintenant qu'on voit de manière très répandue sur les sites. Ça a été plus ou moins accepté et mis en place depuis 2009. Avec le RGPD, on a eu une nouvelle évolution en 2016, puisque les critères
du consentement, d'un consentement valable, ont été renforcées. Donc maintenant, il faut un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque. Et par univoque, on entend en fait un consentement qui résulte d'un acte positif clair. Et finalement, est-ce que continuer à naviguer sur un site après avoir vu un bandeau d'informations est un acte positif clair? La CNIL considère désormais que non, que ce n'est pas le cas. Donc en juin 2019, la CNIL a annoncé que cette poursuite de navigation n'était plus suffisante pour caractériser un consentement de l'utilisateur pour le dépôt et la lecture de cookies sur son terminal. Donc finalement, on attend de nouvelles recommandations de la CNIL qui vont expliquer comment recueillir un consentement valable. Donc, pourquoi on ne les a pas encore? On a une petite saga, là encore, juridique, puisque en juin 2020, il y a un plan d'action pour justement donner des recommandations concrètes aux acteurs. Et des lignes directrices ont été adoptées en juillet 2019, mais elles ont été attaquées sur plusieurs points en fait, par des acteurs de la publicité, des acteurs privés. Et en fait, cette recommandation ces lignes directrices ont été invalidées par le Conseil d'État sur un point en juin 2020. Donc, en fait, la CNIL doit les remanier, c'est ce qu'elle a annoncé. Elle le fera d'ici l'automne, donc sur son site indiqué après la rentrée. Donc, finalement, on n'a pas encore les lignes directrices de la CNIL. Mais comme on sait que le Conseil d'État ne les a invalidées que sur un point en particulier et que tous les autres points ont été validés, on peut quand même s'inspirer du contenu de ces lignes directrices pour pouvoir vous donner dans les slides suivantes, dans la suite de la présentation, des indications sur ce qui est conforme en termes de recueil du consentement ou non. Donc, voilà, au vu du temps qui est déjà passé, je pense qu'on va passer sur les cookie walls. Si vous avez des questions, c'est le point en fait que le Conseil d'État a invalidé dans les recommandations de la CNIL, puisque la CNIL avait considéré que le fait de bloquer l'accès à un site, à un utilisateur, tant qu'il n'a pas exprimé son choix quant au cookie, était quelque chose d'interdit, puisque ça contrevenait à un consentement libre. Et en fait, cette interdiction, elle a été invalidée par le Conseil d'État, puisque finalement, le Conseil d'État a indiqué que la CNIL n'était pas en mesure d'émettre des règles de droit. En fait, elle n'émet que des recommandations. Donc, pour défaut de pouvoir de la CNIL, finalement, cette disposition a été invalidée et l'ensemble des lignes directrices, finalement, dans laquelle elle était contenue. Si vous avez des questions sur ce point, on pourra y répondre plus tard ou par mail, constituer des échanges. Donc finalement, juste pour rappel, le consentement valable en matière de cookies va être libre, c'est-à-dire que l'utilisateur doit exprimer son choix valablement et ne pas subir d'inconvénients majeurs s'il décide de ne pas consentir. Le consentement doit également être spécifique, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir accepter une clause globale, tous les cookies en même temps. Il va falloir vraiment détailler les finalités, c'est ce qu'on a vu au début. Est-ce que c'est un cookie de fonctionnement, d'analyse, un cookie tiers? Et il va falloir pouvoir donner pour chaque cookie l'accord ou non. Le consentement éclairé, là, on fait référence à la qualité de l'information. Il faut que ce soit compréhensible, simple pour l'utilisateur lambda, et surtout que ce soit accessible avant le dépôt de cookies. Et puis l'acte positif clair, on en a parlé, mais ça signifie également ne pas avoir de cases précochées, ou alors surtout ne plus faire référence à la poursuite de la navigation comme expression du consentement, puisque maintenant, c'est très clair que cette modalité n'est plus conforme. On a deux obligations supplémentaires pour terminer qui jouent aussi un rôle ensuite dans les exemples. Il faut d'une part que le responsable de traitement conserve la preuve du recueil du consentement en cas de contrôle des autorités et surtout qu'il soit aussi facile pour les utilisateurs de refuser ou de retirer leur consentement que de le donner. Donc on verra, il y a une asymétrie parfois sur certains bandeaux cookies avec tout accepté ou paramétré. Et en fait, pour que ce soit parfaitement parallèle, il faudrait qu'on ait tout accepté et tout refusé. Donc, ce sera plus concret avec ce qui va suivre. En tout cas, on sait que la mention qui réfère à la navigation du site est complètement obsolète et on va voir maintenant ce qu'on peut faire pour la remplacer. Merci, Lénie. Juste avant que je passe la main à Antoine, qui est impatient, je sens, de vous expliquer, de formaliser un peu tout ça. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les grands principes du règlement se doivent, à un moment donné, d'être appliqués dans le monde du cookie, que la CNIL est sous pression des acteurs économiques, des associations de défense des consommateurs, dont la Quadrature du Net que vous connaissez peut-être, et qu'à un moment donné, elle va être amenée à faire évoluer sa doctrine et très probablement faire en sorte qu'elle
qu'elle converge vers ce respect d'un consentement libre, spécifique, éclairé, univoque. N'oubliez pas aussi que ce terme de transparence, je pense, est intéressant en termes d'éthique, en termes de démonstration pour les acteurs, qui est en effet qu'il y a aussi, et on va le voir, je pense que ça va être plus clair quand on va avoir des exemples graphiques, une difficulté d'expliquer l'intégralité des finalités poursuivies par les cookies et de faire en sorte que la dépôt des cookies soit acceptée sans usage de procédés qu'on appelle en anglais dark patterns, c'est-à-dire des procédés qui tendent à influencer le comportement de l'utilisateur. Je pense qu'on l'a tous vu. Quand vous souhaitez refuser, vous arrivez sur des pages parfois complexes et il est difficile pour vous de tout accepter ou de tout refuser. Donc, c'est ce que va vous expliquer Antoine. Et notamment, on va prendre des exemples et peut-être qu'au fil de l'eau, on pourra aussi rendre l'échange interactif. N'hésitez pas aussi à poser des questions en ligne. Glynis va les compiler et puis on pourra avoir un échange un peu plus direct à la fin de cette présentation. Bonjour aux nouveaux arrivants. Donc, après ces présentations très précises, je vais aborder les bonnes pratiques de recueil de consentement. Le cookie peut être vraiment très indigeste. C'est vrai que chaque personne a des attentes et des habitudes différentes. Votre cible réagit différemment. Et je pense qu'il faut vraiment analyser la cible pour restituer un bandeau qui puisse l'accepter le plus facilement possible. Les visiteurs sont déjà très sollicités. Il y a eu les bannières annonçant la réouverture après le confinement. Il y a eu le bandeau annonçant une promotion commerciale. Il y a des pop-up de sollicitation, de diverses sollicitations, des accords pour pouvoir envoyer des notifications, les pop-up d'abonnement de newsletter, etc. Alors, optimiser le design de votre bannière cookie. Comment fait-on? Le but, c'est surtout de créer de la confiance. Donc, pour ça, on va utiliser une UX, c'est-à-dire un design très, très clair, transparent, pour pouvoir créer de la confiance. Il va falloir peut-être ajouter des éléments spécifiques, c'est-à-dire un peu de couleur, votre logo, des petits pictos qui vont rendre tout ça un peu plus chaleureux, et également une phrase qui va s'orienter auprès de votre cible, qui va être, on va dire, en adéquation avec votre cible. Concernant les fonctionnalités, il faut clairement faire apparaître le bouton « Accepter » et le bouton « Refuser ». Il faut pouvoir refuser les cookies comme on peut accepter les cookies. Et puis, un bouton « Paramétrer » ou alors « En savoir plus » et « Paramétrer », mais pas simplement « En savoir plus », qui permettra aux visiteurs d'aller un petit peu plus loin et d'exprimer un choix par rapport au type de cookie. Choisissez un emplacement efficace. Alors, pourquoi en bas de l'écran? Parce que généralement, quand il est en haut de l'écran, l'utilisateur va le prendre pour un message publicitaire parce qu'il va le lire très, très rapidement, peut-être trop rapidement, alors que s'il est en bas, il a le temps de le digérer quelque part et de voir que ce n'est que pour les cookies. Ce qui est autorisé également, c'est la grande fenêtre qui bloque l'accès au site, puisque là, c'est par rapport à ce que disait tout à l'heure Sylvain, ce sont les fameux cookie walls et qui ont été retoqués par la CNIL. Donc, tant que c'est retoqué par la CNIL, on a le droit de mettre une grande fenêtre qui bloque l'accès au site pour pouvoir faire accepter obligatoirement les cookies. Faire accepter ou aller dans le back-office pour régler ces critères. Ce qui est proscrit, bien sûr, c'est la bannière trop discrète parce que on doit pouvoir montrer qu'on va déposer des cookies sur votre ordinateur. Je vais assez vite parce que je crois que j'ai plus beaucoup de temps pour pouvoir terminer, donc je vais passer directement au texte. Alors, ce qui est interdit. En poursuivant votre navigation sur le site, des cookies seront déposés sur votre site. En fait, on dénombre 3 problèmes sur cette phrase. La qualité de l'information, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'information de quel cookie, quelle est la finalité finalement, la qualité de l'information sur une finalité, le mode d'expression du consentement proposé. Donc, il n'est pas expliqué exactement ce que c'est qu'un cookie, et ça, c'est vraiment à proscrire.
En revanche, pour les bonnes pratiques, alors on distingue deux sortes de sites. Si les sites disposent uniquement des cookies nécessaires au fonctionnement du site, c'est-à-dire pas de publicité, pas de tracking, là, on a une phrase qui va être un peu générique. Nous utilisons les cookies afin de fournir les services de fonctionnalité proposés sur notre site, etc. En cliquant sur J'accepte, vous acceptez l'utilisation des cookies, etc. Et dans le cas contraire, s'il faut distinguer des cookies selon la finalité, c'est-à-dire si ce sont des cookies pour faire autre chose comme de la publicité ou du tracking, souhaitez-vous accepter le dépôt des cookies destinés à effectuer des statistiques sur l'utilisation de notre site? Oui, non. Et souhaitez-vous accepter le dépôt de cookies tiers destinés à vous proposer des boutons de partage, des remontées de contenu de plateformes sociales? Oui, non. Il faut que ce soit vraiment très, très clair. Alors, quelques exemples des bandeaux non conformes. En haut à gauche, nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérons que vous acceptez l'utilisation des cookies. Je ne vais pas tous les lire, je lisais simplement le premier. Là, on voit très clairement que on n'a pas le choix, on est obligé d'appuyer sur OK pour pouvoir aller un petit peu plus loin. En plus, c'est un bandeau qui est assez fort, ce qui fait que, en termes de taille, ce qui fait que absolument pas régler ni quoi que ce soit, on est obligé de continuer. Et le site va déposer des cookies directement sans votre consentement. Le bandeau noir, utilisation des cookies, c'est un peu la même chose, en plus petit, surtout qu'il est sombre, il va gêner la lecture, donc on est obligé de fermer la fenêtre avec cette croix, et c'est vraiment interdit aujourd'hui. En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies. J'ai compris, ce n'est pas assez explicite. Il faut vraiment être beaucoup plus précis. Et du coup, le j'ai compris ou en savoir plus, ça ne précise absolument rien par rapport à ces bandeaux de cookies. Donc, c'est quelque chose à ne pas reproduire. Et puis, bien sûr, nous utilisons des cookies. On fait une fenêtre fermée. C'est un peu la même chose que la croix. C'est à proscrire. Je passe. Quelques exemples de bandeaux que j'ai mis austères et parfois complexes, mais au moins cela il fonctionne. Alors, ce site web utilise des cookies. Celui qui est en haut à gauche en noir, il y a autoriser tous les cookies ou utiliser uniquement les cookies nécessaires. Et quand on regarde les détails, c'est ce qui est la fenêtre est dépliée ici, on voit quels sont les cookies qui ont été nécessaires, les statistiques, etc. Et on peut refuser en bloc ou accepter en bloc. Ça marche très bien. Pour un bandeau un peu plus discret, la publicité aide à faire vivre ce site en continuant votre navigation sur notre site, etc. Accepter et fermer. Il manque le bouton refuser, mais dans certains cas, on peut se permettre de ne pas mettre de bouton refusé. Quand je dirais, et là, je vois Sylvain qui saute sur sa chaise, parce que normalement, il va me dire que c'est pas accepté. Mais je pense qu'on arrive à avoir, et c'est le flou qui est entretenu, on arrive à avoir des bandeaux cookies où on peut accepter les cookies à partir du moment où on va cliquer sur en savoir plus, aller voir les détails, etc. Ce site web utilise les cookies en bas à gauche, autoriser tous les cookies, autoriser la sélection et utiliser uniquement les cookies nécessaires. Les cookies nécessaires ne sont pas forcément les cookies statistiques, puisque il faut que le cookie statistique de Google Analytics, notamment, soit configuré d'une certaine manière pour qu'on puisse le rendre nécessaire. Mais sinon, il fait partie des autres cookies. Et notre site web utilise des cookies pour en bas à droite, n'autoriser que les cookies nécessaires. Donc, c'est la phase toujours de refus et autoriser tous les cookies. On a la possibilité de masquer les détails ou justement de les ouvrir. Là, la fenêtre est dépliée pour voir quels sont les cookies et comment on peut les accepter ou les autoriser ou les supprimer. Quelques bandeaux communicants. Parce qu'en fait, je pense que ce qui est important, comme on disait au début, c'était de faire en sorte que votre cible, le public, accepte le consentement. Aujourd'hui, on n'a pas une véritable statistique de ceux qui acceptent et de ceux qui n'acceptent pas. On estime en moyenne qu'il y a plus de 90% des gens qui acceptent, mais ça comprend également des sites où on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Donc, aujourd'hui, on n'a pas tellement de statistiques. Donc, le mieux, c'est de pouvoir véritablement essayer de se rapprocher de l'idée de la cible et de pouvoir
faire quelque chose d'assez chaleureux, etc. Donc, on voit de plus en plus ces fameux cookies. Salut, c'est nous les cookies. Alors là, c'est un visuel pour tout de suite voir que ce sont des cookies, bien sûr, et ça marche assez bien. C'est assez chaleureux, on peut tutoyer la cible, etc. Les deux autres aspects, on a merci le RGPD, on peut rajouter des phrases communicantes, on va dire, et puis on peut rajouter bien sûr des logos, on peut faire un fond bleu en dessous, le respect de votre intégrité. C'est un message fort qu'on veut faire passer, on veut que ça ressorte sur le site, donc on le met en fond bleu. En fait, on transforme cette contrainte en une action de communication. Je vais passer vite. Donc, vous pouvez choisir des outils de gestion de cookies. Nous, par exemple, chez Fresh, on réalise beaucoup de sites web sur WordPress. On a des modules existants qui permettent de paramétrer pas mal de choses. Mais il existe aussi des outils de gestion de cookies, notamment pour les plus gros sites. Par exemple, ce qu'on appelle un CMP. Un CMP, c'est une plateforme de gestion de consentement. Donc, c'est eux qui vont gérer à la fois le consentement, qui vont pouvoir vous rétribuer le listing si jamais on vous demande quelque chose, et qui vont pouvoir reposer la question des cookies au bout d'un certain temps, celui que vous aurez défini, le maximum étant de 11 mois, je crois, ou 13, je ne sais plus, c'est 11 ou 13. 13 mois, pardon. Donc, les critères à prendre en compte, bien sûr, c'est la taille d'entreprise, l'implantation géographique, et puis on a toujours la possibilité de pouvoir recueillir le consentement, donc des spécifiques et la possibilité de tout refuser, etc. Il y a quelques exemples, il y a 4 exemples de CMP. Le premier, c'est Cookiebot. Donc, ils ont une tarification, ils sont tous gratuits au départ pour pouvoir mettre le pied à l'étrier, mais par la suite, ça coûte un peu d'argent, donc à 9 € par mois pour celui-là. Celui-là est très sobre, les explications sont bien détaillées, il est assez facile, et donc c'est un outil qu'on recommande. En revanche, effectivement, on n'a pas toujours, on ne sait pas toujours exactement à quoi servent les cookies statistiques, marketing, etc. Souvent, ils utilisent des termes un peu difficiles pour n'importe qui. Acceptio, c'est celui qui fait les fameux cookies. Salut, c'est nous les cookies. Alors, c'est assez amusant, c'est pas mal, c'est quelque chose d'assez communicant. Et vous pouvez l'utiliser à partir de 15 € par mois. L'essai est gratuit. Le point positif, les explications sont claires. Par contre, on a le petit logo Google Analytics et ça permet, par exemple, pour ce cookie-là, ça permet d'aller directement, de voir directement et de pouvoir accepter ou non beaucoup plus facilement. Cookie Consent de Osano, c'est une version vraiment très très complète qui propose tout ce que peut proposer ce genre de CMP. Et on a la possibilité de gérer directement par type de finalité, c'est-à-dire marketing, personnalisation, analyse, etc. Et c'est assez simple d'utilisation. Et puis, je termine par OneTrust. Je termine par OneTrust, puisqu'il y en a un autre après, pardon. Donc, c'est une solution gratuite qui est assez importante et qui permet de recueillir des consentements, l'indication de l'existence de cookies de fonctionnement, même si le consentement n'est pas nécessaire. C'est bien aussi de voir quels sont les cookies qui sont déposés, même si le consentement n'est pas nécessaire. Le dernier, pour le coup. Alors, là, c'est un Cookiebot, c'est un CMP qui a des explications claires, concises, etc. C'est bien travaillé, c'est joli. La manière de décocher certains cookies n'est pas très intuitive, mais sinon, c'est bien pour trouver quelque chose à redire. Et je vais laisser la place à Sylvain, qui va nous expliquer sa solution sur des... Et je vous remercie. Merci beaucoup, Antoine. Désolé, on a un tout petit peu de retard, mais vous voyez qu'on vous a préparé un programme assez important. On va retenir en effet que la réglementation a évolué, que
la doctrine de l'autorité de contrôle risque très fortement d'évoluer vers un meilleur respect du recueil du consentement dans le cadre du dépôt de cookies pour les internautes, et que cet équilibre est aussi bien donc en termes d'évolution de la réglementation que pour vous un respect de l'image, la mise en valeur d'une éthique qui peut être intéressante pour vos marques, pour vos produits, mais aussi en effet une capacité pour l'audience. Il faut toujours balancer tout cela avec quelle audience vous souhaitez adresser et la capacité qu'a l'audience aussi à comprendre les enjeux qui sont sous-jacents. Voilà, donc le marketing et le DPO, bien sûr, doivent travailler main dans la main sur ce sujet-là. Là, j'ai présenté juste rapidement une petite proposition d'accompagnement sur nos solutions d'audit et d'accompagnement pour la mise en conformité des sites web. C'est plus vaste que le simple traitement de la question du consentement pour les cookies. Voilà, j'espère qu'on a été assez complet. Je crois qu'il y a eu une première question sur le précochage des cases de consentement. Alors, il y a une certaine évolution, je ne sais pas si vous l'avez vu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de CMP qui, en effet, et je pense qu'on va passer aux questions-réponses, il y a beaucoup de CMP qui ont fait évoluer. À partir du moment où vous considérez que vous allez ne pas tout accepter, vous allez arriver dans le paramétrage des cookies. En effet, les CMP se doivent de ne pas avoir de cache précochée. Donc, on en revient par cette définition du consentement. Tout est autour de cette histoire de consentement. Libre, spécifique, éclairé, univoque. Le fait que vous bloquiez l'accès à un site Internet parce que vous n'acceptez pas de passer par la page du cookie wall est une problématique de liberté. Jusqu'où je peux contraindre l'utilisateur en fonction de son acceptation du dépôt de cookies. Donc, c'est vraiment le sujet qui est clé, qui risque d'évoluer ces prochaines années, parce que rappelez-vous, ce n'est pas parce que le Conseil d'État a retoqué la CNIL sur son incapacité d'édicter des règles contraignantes que la CNIL ne va pas pouvoir faire évoluer sa doctrine. Voilà, donc bien entendu, pas de case précochée. Moi, je recommande très fortement de mettre en place un dispositif qui vous permet de faire évoluer, d'anticiper l'évolution de la réglementation. Vous avez compris que le sens de l'histoire allait quand même plus vers des choses plus contraignantes pour les acteurs. Et je considère que si la personne fait l'effort de venir paramétrer, il est très fortement probable que cette personne-là souhaite tout refuser. Donc, à minima, les cases non cochées, c'est mieux d'avoir un bouton tout refuser. Dernier élément dont on n'a pas parlé, mais qui me vient à l'esprit, il faut, si jamais vous êtes dans le dépôt de cookies tiers, pouvoir permettre à l'internaute de prendre connaissance de l'ensemble des partenaires concernés et donc porter à sa connaissance aussi l'ensemble des partenaires. Mais n'allez pas sur une CMP qui oblige l'utilisateur à décocher chaque partenaire. Là, on est vraiment sur des biais. On n'est pas dans le dark pattern, mais on est dans des biais qui contraignent tellement l'utilisateur qu'il serait assez simple de démontrer, et probablement ce n'est pas le sens de l'histoire, que l'internaute va être contraint et va subir un effort disproportionné pour pouvoir refuser le dépôt du cookie. Est-ce qu'on a une autre petite question? Merci Étienne pour cette question, qui fait pendant un peu à ce que vous avez vu en 2018 sur les cases précochées. Non, vous n'avez pas d'autres questions? Écoutez, cette présentation, j'espère qu'elle était assez complète, qui vous a apporté de la connaissance. Nous allons la partager. Après, on va vous faire un petit emailing et en effet, on mettra cette présentation. Vous pourrez la télécharger par la suite. Et si vous n'avez pas d'autres questions, n'hésitez pas. Si, il y a une question. Dans le cas, je suis obligé de me projeter sur l'écran d'Antoine. Dans le cas où les cookies restent strictement anonymes, un consentement est-il toujours requis? L'anonymat et le cookie, c'est deux choses qui ne vont pas exactement ensemble. Puisque, en effet, on a vu que même dans les cookies de fonctionnement, en termes théoriques, on va être en effet sur la nécessité d'identifier l'ordinateur et donc la personne qui manipule l'outil. L'exemple le plus simple, c'est pour éviter, et justement les cookies de fonctionnement, ils sont pour éviter la sursollicitation d'auto-authentification. On a vu que dans le système d'Internet, si jamais vous vous connectiez une fois, par exemple, à un site type de webmail,
si vous ressollicitez la page, techniquement, dans un Internet sans cookies, il va falloir vous redemander l'authentification. Donc, on a un système qui n'a pas du tout été prévu pour suivre et utiliser des sites dans lesquels il y a des services qui sont proposés. Donc, la gestion de l'anonymat, en effet, il y a le risque sur l'impact sur la vie privée est relativement faible, mais il n'y a pas complètement d'anonymat à partir du moment où il y a bien une personne concernée. Donc, on est toujours dans l'environnement de la protection des données. Je sais qu'Étienne connaît cela très bien et qu'en effet, à partir du moment où on est personne identifiée ou rendue identifiable, en effet, on est soumis aux exigences réglementaires. Juste un dernier mot, on nous avait promis en 2018 aussi la sortie d'une nouvelle version de la directive e-privacy, directive qui n'est jamais arrivée. Mais il est probable, bon aujourd'hui elle est quand même plutôt à demi, trois quarts enterrée, mais il est aussi probable qu'une nouvelle directive de 2002 émerge et donc des nouvelles contraintes d'e-privacy apparaissent. N'y a-t-il que des cookies de fonctionnement? Devons-nous afficher les boutons accepter, refuser? En fait, dans les cookies de fonctionnement, vous devez informer l'internaute. Mais par contre, vous pouvez, comme on l'a vu, entre guillemets, puisque ces cookies sont nécessaires pour faire fonctionner votre site, vous allez l'informer, mais vous pouvez l'empêcher de le refuser. Donc, c'est un peu vraiment sur le fonctionnement, parce qu'on est vraiment sur du fonctionnement de site web. Attention, c'est ce qui est nécessaire à l'utilisation du site web. Pour une navigation sur un site ne collectant, merci Sab, ne collectant pas de données d'identification, les cookies sont-ils également obligatoires ou la mise en place sur le formulaire de contact est suffisant? Ne collectant pas de données d'identification. J'ai du mal à percevoir la question. Ah, si l'utilisation de cookies, bon, on va prendre une autre question. Merci Cyrine. Si l'utilisation de cookies est obligatoire pour l'inscription sur le site d'un jeu concours, est-ce que l'utilisateur ne peut qu'accepter pour s'y inscrire? Ah, c'est une très bonne question. C'est la question de la liberté. Déjà, il faut bien comprendre que le jeu concours n'a qu'une vocation unique, c'est la collecte de données personnelles et la revente de ces données personnelles. Donc, le jeu concours, on n'est pas dupe, hein, c'est comme la newsletter. La newsletter porte mal son nom. Elle n'est pas là pour vous donner des news, mais pour vous proposer des produits et des services, dans une très grande majorité des cas. Donc, en effet, on a été amené à mettre en place ce type de dispositif. On peut contraindre l'utilisateur à ce qu'il puisse procéder à la fourniture de données personnelles en échange d'un jeu concours. Voilà, c'est un peu la règle. Donc, le jeu concours est particulier. Par contre, en effet, ça nécessite une bonne information. Rappelez-vous des partenaires concernés par ce jeu concours. Et là, nous, on est assez vigilants là-dessus parce que dans le principe de responsabilité, qui est le principe sous-jacent à la réglementation, il faut pouvoir démontrer qu'on a bien porté à la connaissance de l'utilisateur l'ensemble des partenaires auprès desquels les données personnelles seront transmises dans le cadre du jeu concours. Je pense qu'on a un peu… il est déjà 48. Je pense qu'on a à peu près démarré à l'heure. On va essayer de finir à l'heure parce qu'on sait que votre temps est précieux. On vous remercie tous pour votre participation. Je remercie Antoine d'être venu dans nos locaux et d'avoir participé. Et j'en profite pour associer Glinis pour que, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez nos coordonnées. On peut poursuivre la discussion. Hein, vous avez vu, c'est assez vaste. On serait ravis d'échanger avec vous. N'hésitez pas, aussi bien Antoine que moi-même, nous sommes à votre disposition. Et on va vous pousser au travers d'un email la présentation PowerPoint dans les prochaines heures. Merci bien, passez une bonne journée, bon appétit et à très bientôt. Au revoir. Arrêtez. Et là, on va mettre ça. Bon, c'était bien. Je pense que ça leur donnait de l'info.